L'intelligence artificielle est déjà parmi nous depuis une dizaine d'années. Dans nos téléphones, par exemple, quand l'appareil met au point directement sur les visages observés, aussi dans nos téléphones, quand le contenu qui nous est proposé est choisi par des algorithmes. Dans un futur proche, il y aura aussi la voiture autonome et la médecine personnalisée. Donc pourquoi on en parle tant aujourd'hui? C'est à cause des progrès récents dans les tâches où l'humain est toujours très performant et où la machine s'est considérablement rapprochée. On pense notamment à la transcription automatique de la parole, à la reconnaissance d'objets ou de personnes dans des images, et enfin à la traduction automatique ou à la reconnaissance du langage parlé. Donc tous ces progrès récents sont principalement dus à trois facteurs. Le premier, des données. Par exemple, pour la traduction automatique, il a fallu fournir à l'algorithme des millions d'images traduites. Dans le cadre de l'image, il a fallu fournir à la machine des millions d'images annotées. Donc il faut donc des données. Il faut aussi de la puissance de calcul pour pouvoir traiter ces données. Mais aussi, il faut des cerveaux bien humains, en l'occurrence des chercheurs et des ingénieurs, pour créer des modèles et développer des algorithmes. Donc à la fin, l'intelligence que je mets entre guillemets, parce qu'à la fin, la machine n'a fait que reproduire les comportements dans les données observées, et combinaison de trois facteurs, données, puissance de calcul et modèles et algorithmes. Donc le but de ma vidéo est de présenter les principes de ces algorithmes qui apprennent à partir des données. On parle d'apprentissage automatique. Donc, pour apprendre, un algorithme a besoin de données. Donc, pour être concret, je vais considérer la reconnaissance de chiffres manuscrits. Et pour être encore plus simple, je vais considérer uniquement des dessins de 6 et de 9, donc uniquement un problème à deux classes. Donc, pour faire de l'apprentissage, on a besoin de données. Donc ici, je vais représenter pas les 10 000 dessins typiquement utilisés dans la pratique, mais 6 exemples. Donc 3 exemples de 6. Et 3 exemples de 9. Donc ici, nous avons 3 dessins de 6. Donc la classe, on appelle la classe de cette observation, c'est 6. Et ici, la classe, c'est 9. Donc ces données qui sont données à l'algorithme au départ sont appelées données d'entraînement. Donc le but de l'apprentissage, c'est à partir de ces données d'entraînement, de pouvoir classifier une donnée dite de test. Donc je vais donner à l'algorithme une nouvelle image, par exemple celle-ci et celle-là. Et l'idée, c'est de pouvoir trouver la classe. Comme ceci et comme ceci. Donc bien sûr, la difficulté ici, c'est que les images ici n'ont jamais été observées avant par l'algorithme et il peut y avoir des variations de style et de taille. Donc il va falloir généraliser à partir des données d'entraînement vers les données de test. Mais pour cela, il faut commencer à mettre le problème en équation. Donc les informaticiens et les mathématiciens ont besoin de représenter les données par des nombres réels. Les informaticiens pour pouvoir les manipuler sur un ordinateur et les mathématiciens pour les modéliser. Donc si je prends l'exemple des chiffres, comme ceci, eh bien, sur un ordinateur, c'est représenté comme un tableau de pixels. Donc par exemple, prenons un tableau 10 x 10. Eh bien, une image sera représentée par des cases égales noircies et des cases non noircies. Donc par exemple, pour un chiffre 6,
Donc ainsi, dans la machine, on va pouvoir représenter une image par un tableau de 0 et de 1, comme ceci, en mettant un 0 à chaque fois que le pixel ne sera pas noirci, et un 1 sinon. Donc on obtient un tableau comme ceci. Et donc, à chaque valeur ici, je vais pouvoir assigner des 0 et des 1. Donc je vais commencer par les 1 et après les 0. Et ensuite que les 0. Maintenant, pour représenter notre chiffre 6, notre image, nous avons donc une suite de nombres de 1 et de 0, d'accord? Donc, sans nombre réel. Le problème, c'est que ce n'est pas très pratique à dessiner au tableau et c'est difficile pour l'apprentissage. Pourquoi? Si on prend un pixel pris isolément, savoir si ce pixel vaut 1 ou 0 n'est pas très informatif pour savoir si c'est un 6 ou un 9. Donc il est important de ce qu'on appelle réduire la dimension et de définir un nombre plus réduit de nombres réels qui sera plus pertinent pour la prédiction. Donc dans la pratique, il y a des algorithmes pour faire cela, mais pour simplifier, je vais le faire manuellement. Et dans le cadre des images de chiffres, il est naturel de considérer, de compter le nombre de pixels noircis dans des parties de l'image. Donc par exemple, soit la partie haute, soit la partie basse, soit la partie gauche, soit la partie droite. Donc ici, je vais représenter mes données par uniquement deux valeurs, d'accord, qui sera le nombre de pixels dans la partie haute de l'image et le nombre de pixels dans la partie gauche de l'image. Donc dans la partie haute de l'image, ici, si je compte la partie haute, j'ai donc 10 pixels qui sont noircis. Et dans la partie gauche, j'en ai 13 pixels. Donc ici, on est passé de 100 nombres réels à 2 nombres réels. Et c'est sur cette représentation que le calcul va se faire. Je prends mes chiffres, je les transforme en 2 nombres réels. Donc maintenant, on va montrer comment on peut apprendre. Donc j'ai ma base de données de chiffres, d'images. Donc ici, 3 exemples de 6. D'accord, donc 3 imagettes. Et 3 exemples de 9. Donc ici, c'est bien la classe que je connais pour les données d'entraînement. Et ici, la classe aussi que je connais pour mes données d'entraînement. Donc comme vu précédemment, j'ai pu représenter mes données par deux nombres réels. Donc x, le premier, c'était le nombre de pixels dans la partie haute, et y, le nombre de pixels dans la partie droite. Donc imaginons que j'ai pu calculer ces valeurs. Donc le nombre de x dans la partie gauche, donc ça sera des valeurs du type 8. Dans la partie droite, c'est typiquement inférieur. Pareil pour la partie 9. Typiquement, on aura des valeurs comme cela. Donc ça, c'est ce qui est donné à mon algorithme d'apprentissage. J'ai les données d'entraînement que j'ai représentées par des nombres réels. Donc maintenant, on va les représenter dans le plan. Nous avons deux coordonnées x, y. Donc dessinons le plan x, y. On peut y représenter les éléments de la classe 6, d'accord? Donc par exemple, ici, des éléments de la classe 6 qui ont une grande valeur pour x et une petite pour y, comme maintenant les éléments de la classe 9 qui ont une petite valeur pour x et une grande valeur pour y. Maintenant, le but de l'apprentissage est de pouvoir classifier un nouvel objet. Donc imaginons que j'ai un nouveau chiffre, d'accord? Eh bien, je pourrais le représenter dans le plan, et s'il est là, là, là ou là, il faudra lui assigner une nouvelle classe. Donc pour cela, il va falloir séparer le plan en deux.
et il est naturel dans ce cas de le séparer par une droite. Donc par exemple, prenons une droite comme cela, et bien de ce côté-ci de la droite, on classifiera en tant que 9, et de ce côté-ci de la droite, on classifiera en tant que 6. Donc maintenant, on va mettre en équation cette droite. Donc si on fait l'hypothèse que cette droite passe par 0, l'équation de cette droite est de la forme ax plus by égale à 0, où a et b sont deux poids à apprendre. Donc, une manière de le voir, c'est que le vecteur AB est le vecteur normal à cette droite. Donc maintenant, le but de l'apprentissage par une séparation par une droite est de trouver ces deux paramètres A et B de telle sorte que tous les 6, ici donc en rose, soient d'à côté de la droite et tous les 9 en vert ici soient de ce côté-ci de la droite. Donc un élément intéressant, c'est que ce côté-ci de la droite correspond aux valeurs de AX plus BY qui sont positives, et ce côté-là correspond aux valeurs AX plus BY qui sont négatives. Donc comment on va apprendre ces valeurs-là? Donc ici, en 2 dimensions, c'est assez simple. On peut trouver la droite à la main, mais quand on fera face à des données plus importantes, il faudra trouver un algorithme qui va pouvoir trouver de proche en proche ce plan. Donc pour cela, on va le faire par optimisation. Ça veut dire qu'on va pouvoir, pour chaque valeur A et B potentielle, d'accord, si on fait varier l'angle de la droite, eh bien on pourra déterminer si des erreurs sont commises ou pas commises. Donc par exemple, pour cette droite-là, aucune erreur n'est commise, tous les points sont du bon côté. Mais par exemple, si je prends cette droite-là, d'accord, eh bien pour cette droite-là, j'aurai un terme d'erreur pour chacun des points observés. Donc je vais parcourir l'ensemble de mes données et regarder si une erreur est commise pour ce point-là. Tous les 6 sont bien classés, donc l'erreur commise est 0. Mais il s'avère qu'il y a un point pour lequel je suis mal classé, 2 points pour lesquels je suis mal classé. Ces 2 croix sont du mauvais côté de la barrière. Donc pour ces 2 points-là, je vais commettre une erreur. Donc ici, erreur de 1, erreur de 0. Donc à la fin, je vais faire la somme de toutes les erreurs, ici 2, d'accord, et ça sera essentiellement une fonction qui va dépendre de mes 2 paramètres A et B. Donc à chaque paramètre A et B, eh bien, ça va définir une droite, ça va définir un nombre d'erreurs, et à la fin, je vais chercher à minimiser ce nombre d'erreurs. Donc comme indiqué précédemment, le but est de pouvoir minimiser le nombre d'erreurs. Donc j'ai appelé f A et B, f de A et de B, le nombre d'erreurs commises par une séparation par une droite. Donc maintenant, je vais chercher à optimiser par rapport aux paramètres A et B, donc trouver le minimum. Donc maintenant, je vais définir un nouveau plan AB. Donc A ici. Donc là, on voit apparaître donc, un nouveau plan, à ne pas confondre avec le plan XY. XY, c'est le plan où vivent les données, et A et B, c'est le plan où vivent mes paramètres. Donc le but est de minimiser f de A et de B. Et comment on va faire cela? On va faire par un algorithme dit d'optimisation locale. Donc pour le représenter, on va imaginer que A et B sont les coordonnées spatiales et que f de A et de B est l'altitude au point A et B. Donc pour ceux qui font de la randonnée, on va pouvoir utiliser donc, les lignes de niveau, qui sont traditionnellement montrées sur les cartes de randonnée. Donc c'est quoi une ligne de niveau? Une ligne de niveau, c'est un ensemble de points où l'altitude est la même. Donc, par exemple, ici, l'altitude 30. Donc, dans mon cas, moi, le nombre d'erreurs égale à 30 sur ma base de données. J'ai aussi une ligne de niveau pour 20. D'accord, et une pour 10, d'accord, etc. Donc, c'est comme ça qu'on représente facilement une fonction donc en 2 dimensions. Et le but est d'arriver en plein centre, d'accord, au minimum de la fonction. Mais bien sûr, quand je démarre l'algorithme, je ne sais pas où est ce minimum. Donc, comment va marcher l'algorithme? Eh bien, il va commencer par un point, d'accord, dans un point pris un peu n'importe où, donc ce point-là, et de ce point-là, il va chercher localement quelle est la direction qui descend le plus.
Donc c'est un peu comme si en randonnée, dans une forêt dense, on ne voit que l'entourage immédiat, et on veut trouver uniquement, à partir de l'information locale, la ligne de plus grande pente. D'accord ? Donc ici, c'est une ligne qui va dans cette direction-là, et l'algorithme va suivre cette direction pendant pour une certaine distance, va arriver ici, puis après recommencer. La ligne de plus grande pente va dans ce sens-là, ça va comme cela, puis après comme cela. Donc on voit que cet algorithme n'utilise qu'une information locale, et après plusieurs itérations, va finir par converger vers l'optimum global. Donc c'est un cas assez favorable ici. Donc on a vu que par optimisation, on est parti d'un point AB, qui correspond donc à une droite, qui faisait beaucoup d'erreurs, et au fur et à mesure, on a amélioré la performance de cette droite séparatrice pour enfin arriver à une droite qui va commettre 0 erreur. Donc on a appris, à partir des données, à trouver un bon plan, une bonne droite séparatrice. Après, quand on aura une nouvelle donnée de test, donc ça c'est la phase d'apprentissage, eh bien elle sera représentée au hasard dans le plan, ici, et je pourrais dire si c'est un 6 ou un 9. Donc pour résumer, pour faire de l'apprentissage automatique, dans le but de créer un algorithme d'IA, on est parti d'abord de données, donc dans notre cas des chiffres manuscrits. Donc ici, 3 exemples de 6, 3 exemples de 9. C'est ce qu'on a appelé les données d'entraînement, pour lesquelles on a à la fois l'image et la classe à laquelle ils correspondent. Ici 6 et ici 9. Notre première tâche a consisté à représenter ces données dans un plan. Donc on avait deux variables, donc le nombre de pixels dans une partie de l'image, x, le nombre de pixels dans une autre partie de l'image, y, haut et gauche par exemple, et on avait abouti à une représentation vectorielle avec deux nombres, donc typiquement dans ce style-là. Et donc, comme nous avons deux nombres réels, nous avons pu les représenter donc, sur un plan, x, y. Donc, les données donc, apparaissaient comme cela. Donc, ici pour les 9, ici pour les 6. Et nous avons donc trouvé un classifieur dans le plan par une séparation par une droite. D'accord ? Et après, à chaque donnée de test, eh bien, on la représente dans le plan et on décide, on regarde de quel côté elle se trouve et on la classifie soit en 9, soit en 6. Donc ça marche très bien pour les problèmes simples, mais bien sûr, pour aller au-delà, c'est le même principe, mais avec quelques modifications. Donc, en premier lieu, il y a le problème de représentation. Donc ici, on est passé des 100 pixels aux deux nombres de manière manuelle. Et dans la pratique, quand par exemple on veut classifier des objets plus complexes dans une image, des personnes, des animaux ou des plantes, il va falloir trouver automatiquement ce regroupement de pixels et ces combinaisons de pixels de manière automatique. Donc une manière de faire sont les réseaux de neurones qui vont automatiquement trouver cette représentation vectorielle, typiquement pas en dimension 2, mais en dimension 100 ou 1000. Ces réseaux de neurones viennent eux-mêmes avec donc, des millions de paramètres. On va se retrouver donc non pas optimisés par rapport à 2 paramètres comme on l'avait fait précédemment, mais par rapport à des millions de paramètres. On est donc face à un problème dit de grande dimension où il faudra des algorithmes efficaces. Donc on voit qu'à la fin, l'IA, c'est à la fois des mathématiques et de l'informatique. Donc si maintenant vous souhaitez aller plus loin, pour comprendre plus en avant les méthodes existantes, pour les coder en Python ou les essayer vous-même sur vos propres données, il y a beaucoup de ressources en ligne pour le faire, à commencer par Wikipédia et le site Audimat.